il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et tout de suite, nous accueillons notre invité de la matinale, invité politique, Olivier Alain, tête de liste Nous la Bretagne. Dans les Côtes-d'Armor, il est venu jusqu'à nous au studio de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour Olivier Alain. Bonjour. Alors Olivier Alain, ce matin, la Bretagne se réveille avec un sondage qui met en tête le Rassemblement national de Monsieur Penel dans ce qui commence à dessiner un petit peu le contour de ces élections régionales. Il a 20 points, la République en marche, en tout cas, on va dire la liste proche de la République en marche que vous représentez, donc nous la Bretagne, Olivier Alain, est à 19 points, à égalité avec celle du président sortant Loïc Chenet-Girard. Qu'est-ce que ça appelle comme commentaire de votre part, ce sondage ? Alors, de voir le Front National en tête dans un sondage n'est pour personne, ou pas pour ceux qui veulent mettre le Front National le plus loin possible, n'est pas une bonne nouvelle. Je rappelle que on fait du terrain, et tous les candidats font du terrain depuis de nombreuses semaines, et moi j'en fais beaucoup depuis de nombreuses semaines, et vous avez pu voir dans le sondage aussi que 51% des personnes interrogées ne savaient pas encore pour qui ils allaient voter. Voilà, c'est un sondage, on est bien d'accord. Voilà, confirmer que, je vois bien que je pense que c'est vrai en France, mais c'est vrai en tous les cas en Bretagne, les Bretons sont perdus. Ils confondent régional et départemental. Il faut reconnaître que ce sont des élections qui ne passionnent pas. Il y a deux élections qui passionnent nos concitoyens, c'est les municipales et la présidentielle. Est-ce que c'est une forme de premier tour virtuel de la présidentielle à vos yeux ? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. En tous les cas, ce qu'il faut reconnaître, il faut retenir aussi du sondage, donc c'est que tout va se jouer dans les jours qui viennent. Il reste 10 jours de campagne, et que finalement, les médias pourtant ont essayé de quelque part d'informer nos concitoyens au travers de la presse, des radios, de la télé, sur le rôle des départements, des régions, et notamment des régions qui sont une collectivité qui depuis la nôtre monte en compétences, notamment sur les orientations économiques. C'est un budget d'1,6 milliard. C'est vrai que c'est pas des gros budgets comme dans les Länder allemands qui ont des budgets 10 fois plus importants, mais c'est une strate extrêmement importante et qui opère des choix pour les 6 ans qui viennent. Mais nos concitoyens voient ça de façon assez éloignée. Je pense que pour avoir eu un petit échange encore dimanche soir avec Jean-Yves Le Drian, il me disait dimanche et lundi que la campagne va démarrer, et c'est vrai que c'est maintenant que les choses vont se jouer. Donc je rappelle que le sondage a été fait aussi il y a quelques temps de cela, et qu'une campagne, il y a des événements. À cette époque où le sondage était réalisé, il y avait une ambiance qui n'était pas forcément très très bonne avec l'histoire de la langue bretonne. Oui, voilà. Donc il faut prendre tous ces éléments-là en compte. Encore une fois, il va y avoir un débat ce soir à la télé. Il y en a eu aussi sur d'autres chaînes de télé lundi. On rentre vraiment dans la campagne maintenant. Et donc, je crois qu'il faut ne pas paniquer. Et puis, je rappelle que Thierry Burlot, qui est notre tête de liste, inconnu il y a encore 3 mois, qui est seulement en campagne depuis 3 mois, un socle qui se solidifie à 19%. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, maintenant, place à la campagne et au débat. Voilà, donc le débat, la campagne démarre. Vous avez eu Jean-Yves Le Drian. Alors on va faire un peu de politique politicienne, et puis on va essayer de faire nos curieux. Comment il voit cette campagne, Jean-Yves Le Drian ? Est-ce qu'il vous a dit comment il la ressentait ? Oui, justement, il nous dit c'est au dernier moment, c'est maintenant qu'il faut s'engager, jeter toutes ses forces, et puis avoir un débat avec les Bretons et les Bretagnes. Il y a des choix différents sur plusieurs sujets, et donc il faut être clair sur les messages à apporter. Très clairement, cette liste de rassemblement veut quelque part ne pas stigmatiser. On a aujourd'hui des mouvements politiques comme Europe Écologie Les Verts, je crois qu'il faut aussi les citer, qui jettent l'anathème sur l'agriculture et l'agroalimentaire breton. Je rappelle juste que c'est 142 000 emplois, 28 000 exploitations agricoles. On a vu que pendant le confinement,
l'agriculture avait répondu présente. Il n'y a pas eu de rupture dans la chaîne alimentaire, et c'est la Bretagne qui nourrit quand même l'équivalent de 20 millions de personnes, qui est la première région agroalimentaire d'Europe. Nous pensons clairement qu'il faut, bien sûr, encore améliorer l'environnement, mais qu'on ne peut pas se passer de cette économie-là. Europe Écologie considère que les Bretons doivent nourrir les Bretons, mais on dit quoi à 90% de nos agriculteurs? Donc il y a vraiment des choix énormes qui vont se faire en fonction des décisions de nos concitoyens sur l'avenir même économique de cette Bretagne. Et je considère, et je pèse mes mots, que certains veulent tuer l'économie. Les Verts allemands sont beaucoup plus responsables, ils ont une démarche beaucoup plus, quelque part, nuancée. Ici, on est vraiment sur des systèmes où on s'oppose, et notamment sur l'agriculture et l'agroalimentaire en Bretagne. Voilà, l'agriculture qui est un sujet clivant, comme l'on dit aujourd'hui, en termes de sémantique. Alors, justement, je vous ai posé cette question déjà, Olivier Alain. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on va arriver à faire dialoguer, justement, alors les associations, les agriculteurs, essayer de faire bouger les lignes, justement, puisqu'on voyait aussi dans ce sondage que l'environnement est la première préoccupation des Bretons, comme d'ailleurs la plupart des Français, lorsqu'il y a des sondages, c'est quand même l'environnement et le climat qui arrivent en premier lieu quand on parle des préoccupations. Est-ce que là aussi on peut arriver à faire bouger les lignes petit à petit pour essayer d'avancer déjà vers un dialogue? C'est une excellente question, et c'est vraiment ça la différence. Thierry Burlot veut pas faire contre les agriculteurs, mais avec les agriculteurs. C'est vrai qu'on va avoir des transitions à mener, que ce soit dans le domaine du transport, dans le domaine, bien sûr, de l'agriculture. Et donc, l'idée de Thierry, c'est de faire avec, et pas les uns contre les autres. Je crois que la Bretagne a besoin d'être rassemblée, et quelque part, cette liste de rassemblement centre-gauche, centre-droit, un tiers société civile, c'est ça, c'est son ADN, c'est sa marque de fabrique. Et je crois que la Bretagne a besoin d'être apaisée. On voit de plus en plus de violence. Et ce qui marque justement la personnalité aussi de Thierry, qui est un costarmoricain, c'est justement quelqu'un de bienveillant. De bienveillant et qui ne jette pas l'anathème. Alors justement, on parlait de violence, Olivier Alain. On l'a vu hier, la violence sur nos écrans de télé, sur nos tablettes ou nos smartphones, avec cette vidéo assez improbable, assez inattendue de cette gifle au président de la République. Alors il y avait eu des précédents, hein. Il y a eu parfois des personnes qui se sont attaquées au président précédent de manière plus ou moins proche ou violente. Mais là, on a quand même cette gifle qui est violente, qui claque, si vous me permettez le mot, dans une France déjà fracturée et en difficulté économique. Voilà, on a l'impression que le couvercle est prêt à sauter. Comment apaiser cette violence? Comment essayer de trouver des pistes là aussi pour écouter les gens, pour dialoguer avec eux, pour répondre à leurs attentes? Comment faire? Est-ce qu'il y a quand même une solution? En tous les cas, on le constate régulièrement, c'est cette montée de cette société qui se fracture, qui devient de plus en plus violente. Et on voit dans les réseaux sociaux, où tout est permis. Alors on dit que ça a toujours existé, mais dans le temps, ça se faisait dans les bistrots et voilà. On n'avait pas Facebook, jadis. On n'y avait pas Facebook et quelque part, on faisait taire ceux qui racontaient n'importe quoi. Aujourd'hui, avec des réseaux sociaux, on donne des fois autant d'importance à un prix Nobel qu'à quelqu'un qui raconte un peu n'importe quoi. Et quelque part, tout ça donne du crédit aux théories complotistes où tout est libéré quelque part. Et de gifler le président de la République, enfin, c'est tout à fait scandaleux. Mais je pense que le condamner, bien entendu, mais il ne faut pas pour autant, il faut que les élus aillent au contact de leurs concitoyens. Alors ça devient des fonctions risquées. Et c'est triste à dire parce que c'est quand même tous ceux qui sont élus, et quelles que soient les idées qu'ils portent, c'est quelque part un engagement assez au détriment des fois de sa vie de famille, de sa situation, mais l'engagement est important et il ne faut pas se décourager pour autant. Maintenant, j'espère qu'il y aura une prise de conscience. On peut qu'espérer ça, d'une société qui soit un peu plus apaisée, qui est capable de dialoguer sans venir à des situations aussi lamentables que de gifler, que ce soit le président de la République ou un élu quel qu'il soit. Mais on l'a vu auprès des maires aussi, se faire de plus en plus agresser. Donc, tout ça est le reflet de l'évolution de la société qui n'est pas forcément bon signe. Alors, il y a eu une condamnation unanime de la classe politique, toute sensibilité
activités confondues. On a vu aussi, alors là, pour le coup, les réseaux sociaux, quand même, bruisser de condamnation de ce geste envers le président de la République. Mais on voit aussi, parfois, sur ces réseaux sociaux, des voix qui disent, bon, voilà, il y a eu un contexte, il y a eu les gilets jaunes, est-ce que le président ne paie pas, finalement, le contexte politique aussi ? Non, pas directement. On peut pas, face à un acte scandaleux comme celui-là, en tirer une généralité. Voilà. Alors, violence, société tendue, réseaux sociaux, puis alors il y a la presse qui est là, alors on essaie de faire cette contrebalance et puis de faire notre métier et de désamorcer justement ces fake news et ces choses qui circulent, mais c'est pas simple, parce qu'aujourd'hui, justement, il va falloir aussi apaiser du côté des médias. Alors, quand je dis des médias, je mets les réseaux sociaux en première ligne, pour essayer d'avoir un contexte peut-être un peu plus serein, pour pouvoir faire de la politique, parce que la politique c'est viril, hein, on pourrait le dire comme ça, pardon pour les dames qui en font, mais c'est quand même voilà, un combat, on le dit, mais un combat sur les idées. Est-ce que là aussi il va falloir apaiser quelque part au niveau de tout ce qui peut circuler ? Probablement, et il faut reconnaître aussi que parfois les hommes politiques eux-mêmes ne font pas de la nuance. Et donc quelque part il ne faut pas être surpris de voir nos concitoyens tenir des propos ou avoir des actes inadmissibles si les responsables politiques ne font pas non plus dans la surenchère. Et en tous les cas, à mon modeste niveau ou dans notre équipe, les consignes qu'on a toujours eues et qui sont portées par Thierry et par d'autres aussi, il n'est pas le seul bien entendu, c'est d'être quelque part fair play, correct, et se battre sur des projets, mais jamais dans l'invective ou dans l'insulte. En Bretagne, ça se passe plutôt bien quand même de ce côté-là, il y a un certain fair play. Jusqu'à présent, on peut le dire, oui. En tous les cas, oui. J'ai pas vu de dérapage jusqu'à là dans le verbe ou dans les débats. Donc, on peut que s'en réjouir. Et la Bretagne, je pense que c'est une région un petit peu atypique de ce côté-là, qui aime la modération. Qui aime la modération, les rassemblements. Et en tous les cas, moi, c'est une voie avec Thierry que nous partageons complètement et qui est l'esprit de cette liste aussi, donc de rassemblement. Alors, vous êtes sur le terrain. Aujourd'hui, la préoccupation, on parlait de l'environnement tout à l'heure, mais les autres préoccupations des Bretons, des Bretonnes que vous croisez, quelles sont-elles ? Alors c'est l'économie, parce que on voit bien que aujourd'hui on va sortir du Covid, des perfusions économiques. Alors on vit une situation paradoxale parce que notre projet c'est quelque part le plein emploi en Bretagne. Vous savez que les régions ont la compétence économique et quelque chose qui est surprenant, c'est de voir, on a croisé des centaines de chefs d'entreprise ou d'associations ou du milieu coopératif. C'est simple, partout, on recherche du personnel. Alors c'est vrai qu'on est un pays où il y a quand même pas mal de chômage et il y a inadéquation entre l'offre et la demande. Mais c'est pas un ou deux salariés, c'est parfois 50 salariés, c'est des fois une centaine de salariés quand on est à Lannion par exemple, dans une entreprise comme Photonic. Donc il y a des besoins d'emploi et ça n'intéresse peut-être pas beaucoup nos concitoyens et pourtant la région a une compétence. Une des premières compétences, les premiers budgets, c'est la formation. 500 millions d'euros annuels. Justement, j'allais vous poser la question, Olivier Alain. Est-ce qu'il faut mettre encore plus le paquet, pardonnez-moi le terme, mais sur la formation pour peut-être former aussi à des métiers de demain ? On voit la jeune génération qui est très, très technophile. Est-ce que là aussi, il y a peut-être à faire, enfin, en tout cas, à former les jeunes pour ces métiers de demain ? Complètement. Il y a besoin de flexibilité et de réactivité. Je prends l'exemple de la fibre, par exemple. Aujourd'hui, la fibre n'avance pas à la vitesse à laquelle elle devrait avancer, faute de personnel compétent pour le faire. Il y a des budgets, il y a un projet de fibrer le plus vite toute la Bretagne, mais on manque de personnel. Les entreprises manquent de personnel. Manque de bras, quelque part. Donc, il faut encore plus se rapprocher des entreprises pour être en capacité d'avoir du personnel. Je vais vous donner la réflexion d'une entreprise de transport, une grosse entreprise de transport dans le département des Côtes-d'Armor, du secteur de l'Oudéac. Et le patron nous disait, moi, mon job, il y a quand même 750 camions et 1000 salariés.
ce n'est pas de chercher du boulot, c'est de chercher du personnel. Alors ça paraît paradoxal, c'est pas l'activité qui manque, c'est le personnel. Et donc, parfois, la tentation d'aller chercher dans d'autres pays de l'Union européenne du personnel, parce qu'autrement, l'activité ne se fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Les Bretons veulent pas conduire de camion? Mais alors, j'ai pris le domaine du transport, mais c'est vrai dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la production agricole, dans tous les domaines. On a entendu que ça, dans le domaine de l'électronique, de la mécanique, il y a un manque de personnel, et notamment dans tout ce qui est métier manuel ou d'encadrement, on peut dire quasiment dans tous les domaines. C'est vraiment surprenant qu'il y ait cette inadéquation. On la sentait venir, mais elle est encore plus forte peut-être maintenant avec cette reprise et ce besoin criant de main-d'œuvre et de cette inadéquation. Donc les régions ont sûrement un rôle à renforcer auprès des entreprises, à être plus actifs, à faire du sur-mesure, et peut-être aussi certaines entreprises aussi à peut-être mieux rémunérer aussi le personnel, parce que quand vous travaillez un peu au-delà du SMIC, c'est pas très encourageant. Donc il y a des salaires relativement bas en Bretagne aussi. Donc alors, il y a tout ça aussi. Je ne vais pas montrer du doigt, mais on parlait de l'industrie de l'agroalimentaire. Elle est réputée pour ne pas avoir des salaires attractifs. Est-ce que là aussi il faut faire pression? Je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas essayer de dialoguer là aussi avec ces patrons des grandes entreprises de l'agroalimentaire pour leur dire payez mieux vos salariés. Incontestablement, alors il faut savoir aussi des charges du secteur agroalimentaire. C'est un secteur qui est très soumis à la compétitivité internationale. Donc les coûts, quand on voit l'industrie de la viande, notamment dans le domaine de la volaille, puisque chacun sait qu'on importe maintenant en France 50% de notre volaille, et c'est parce qu'aussi on a du mal à être compétitif. Et à ce sujet, quand on veut nous reconquérir le marché français pour plutôt produire en France plutôt que de continuer à importer, je me demande quelle réponse apporte aussi Europe Écologie Les Verts, par exemple, à une question aussi importante que celle-là. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on perde ce potentiel de production. Il faut améliorer l'environnement, améliorer les conditions de travail du personnel, mais ça et mieux rémunéré, c'est plutôt du domaine des entreprises. On n'a pas de responsabilité directe sur ces sujets, mais je crois qu'il faut que la Bretagne continue d'être un secteur de production, parce que ce sont des emplois d'abord qui ne sont pas délocalisables. Quand une usine investit, délocalise pas immédiatement. C'est pas comme des fois des entreprises du tertiaire. C'est le socle de l'économie. Et il faut, bien sûr, qu'il faut augmenter les salaires aussi, mais je pense que les chefs d'entreprise l'ont compris, mais les taux de marge restent faibles. Donc tout ça est assez fragile malgré tout. Alors est-ce qu'on peut aussi tirer vers le haut l'économie bretonne en diversifiant? On a beaucoup parlé d'agroalimentaire, mais bon, on parle aussi beaucoup des technologies. La Bretagne est une terre de technologie. On a vu naître les premières communications par satellite. Ça va nous ramener très loin. Les jeunes n'ont peut-être pas forcément connu, mais on a aujourd'hui beaucoup justement de jeunes qui arrivent sur le marché, qui ont des idées, qui veulent monter des entreprises, des start-up, qui ont envie d'innover. Est-ce que là aussi, il faut ouvrir une porte à l'innovation en Bretagne? Complètement. C'est vrai que on parle beaucoup d'agroalimentaire, mais il y a plein d'entreprises de la tech, et notamment dans le département des Côtes-d'Armor, du côté de Lannion ici, qui est un pôle d'excellence en la matière. Il y a des nouveaux métiers qui arrivent, il y a des savoir-faire. On a besoin aussi de beaucoup d'ingénieurs. On manque d'ingénieurs, de personnes très hautement qualifiées. Donc toute cette jeunesse très qualifiée, on a besoin d'elle en Bretagne. Et c'est plutôt rassurant aussi. C'est bien d'avoir des salariés de l'agroalimentaire, c'est bien d'avoir des emplois très, très high-tech. On a besoin de tout ça, et je crois que ça, l'idée même aussi d'avoir une Bretagne du plein emploi, on peut y arriver. On peut y arriver, et donc il faut encourager aussi et aider au travers d'innovation. C'est le rôle des régions. Le budget innovation, c'est un gros budget également pour les régions, pour encourager ces entreprises un peu du 21e siècle et qui peuvent amener aussi beaucoup de valeur ajoutée à notre région. Alors, on parle des territoires aussi, cet équilibre nécessaire entre les métropoles. Alors, on a Rennes et Brest, peut-être Nantes,
on ne sait pas, mais au moins ces 3 grandes métropoles de la Bretagne historique. Est-ce qu'il faut aussi équilibrer vers les territoires que sont les villes moyennes et les territoires plus ruraux? On voit, il y a une appétence, beaucoup, on en a parlé ici avec plusieurs candidats, beaucoup de métropolitains qui viennent d'un petit peu partout en France, viennent s'installer en Bretagne. On attire. Avec le corollaire, comment loger tous ces nouveaux arrivants, comment préserver les terres agricoles et comment développer, vous faisiez allusion à la fibre à l'instant, Olivier Alain, comment aussi développer des infrastructures pour ceux qui choisiraient finalement le télétravail, par exemple. Alors, voyez-vous, dans le programme, on a des transitions apaisées, on a également, c'est le premier élément, et c'est autour d'un slogan, mais qui n'est pas qu'un slogan. Ne pas continuer d'arroser là où ça pousse tout seul. En effet, si on n'y prend pas garde, et notamment autour de Rennes, toute l'économie peut se concentrer sur la métropole. Et je rappelle quand même que le budget de la ville de Rennes, c'est 1 milliard, celui de la métropole, Rennes Métropole, 1,6 milliard, donc les deux cumulés, ça fait 2,6 milliards, celui de la région, 1,6 milliard. Donc l'idée que nous avons à nous, la Bretagne, c'est de ne pas oublier l'Ouest breton. Et notamment tous les territoires comme ceux-ci, où il ne faut pas qu'ils soient abandonnés. Et quand on raisonne en pourcentage, on continue à mettre beaucoup d'argent sur des secteurs qui en bénéficient déjà. Et concentrer les richesses, ce n'est pas notre projet. Il faut être juste, quelque part, être équitable, et c'est aussi le sens de le projet de cette liste, de rééquilibrer les financements vers les territoires les plus en difficulté, vers l'Ouest breton, et ne pas concentrer les moyens financiers sur les métropoles, et notamment quand on parle de métropole, on parle surtout un petit peu de Rennes. Donc il y aura aussi le défi du logement, parce que quand vous faites par exemple du service à la personne, et que vous devez en faire à Saint-Malo, vous n'allez pas faire 30 km pour aller faire du soin à la personne avec les frais que ça génère. Donc il va falloir avoir une politique de logement qui soit un peu conquérante quelque part, pour pouvoir avoir du logement, y compris dans des zones où aujourd'hui on peut se loger quand on est dans les classes non plus moyennes, mais très favorisées. Donc c'est un équilibre. Il y a un déséquilibre finalement avec souvent les habitants du cru, allais-je dire, qui ont du mal à se loger, et puis mécaniquement les prix de l'immobilier qui montent, qui augmentent, là aussi, et puis ce défi des terres agricoles qui risque de se voir constructible très vite au détriment évidemment de l'agriculture. Vous avez raison, le Covid a changé la donne en matière de logement. Il y a une flambée du prix de l'immobilier. Une commune comme Corlay, avant les élections, c'est-à-dire juste avant le confinement, il y avait 46 maisons à vendre. Mais il n'y en a plus aucune. Donc, dans tous les territoires, les gens ont pris conscience du bonheur qu'on pouvait avoir de vivre à la campagne. On nous projette 400 000 habitants de plus dans les 20 ans. Enfin, c'est juste un tremblement de terre, puisque c'est presque la population des Côtes-d'Armor qui pourrait venir en Bretagne. Donc, il va falloir gérer tout ça pour que ce ne soit pas que des résidences secondaires qui soient fermées 10 mois de l'année, que ce ne soit pas non plus une consommation accrue de la terre agricole au détriment de l'agriculture, de la biodiversité. Donc, les enjeux de cette croissance de la population qu'on pourra avoir en Bretagne, de réfugiés climatiques aussi, ou du bien vivre en termes de sécurité, tout ça en Bretagne, de ce climat, de cette région très axée sur la culture, où on se plaît, il faut gérer tout ça, et je crois que c'est là aussi, les défis de la région, en tous les cas, c'est quelque chose qu'on met en priorité, avec le souci d'être équitable sur le fait que, l'argent public n'aille pas, comme le dit notre slogan, là où ça pousse tout seul. Défi environnemental aussi, on a commencé en parlant d'environnement, on va presque faire la boucle si j'ose dire, parce que là on aura les problèmes de l'eau, on dit déjà que dans le Finistère ça va poser des problèmes dans les 20, 30, 40 ans à venir, là aussi il va falloir anticiper ces grands défis. Oui, et puis je pense qu'avec Thierry Burlot, on a la personne idoine. C'est le monsieur Haut de Bretagne, c'est le président de l'Agence française de biodiversité, c'est le président de l'Agence Loire-Bretagne, 42 départements. Donc on a le spécialiste de l'environnement, connu et reconnu en France et bien sûr en Bretagne. Et donc je crois que les Bretons peuvent lui faire confiance, mais il a toujours su allier le pragmatisme et l'apaisement. Donc, on a vu dans le sondage, justement, que l'environnement est la préoccupation
principal des Bretons, et ben je pense qu'avec Thierry Burlot, on a la personnalité qu'il faut pour réussir tous ces défis environnementaux qui vont devant nous, du réchauffement climatique à la reconquête de la qualité de l'eau accrue, pour ne plus avoir ces stigmates que sont les algues vertes. Ça s'améliore. Il y a encore du chemin. Il ne faut plus qu'il y ait d'algues vertes, mais il faut sûrement accélérer la cadence. C'est pour ça aussi qu'on demande la gestion de la PAC, parce qu'il y a eu des rapports successifs qui sont sortis, du Sénat, de la Cour des comptes, qui disent qu'il faut mieux cibler les moyens. Nous pensons que si nous avons la gestion du premier pilier de la PAC, c'est-à-dire pas des moyens supplémentaires, mais c'est 500 millions d'euros, si on peut les gérer nous-mêmes, on le fera avec le milieu agricole, bien entendu, le milieu associatif, le milieu politique, pour avoir des mesures les plus pertinentes pour, justement, sur les zones humides, sur les systèmes agricoles, pour être qu'il y ait le moins de fuites possible, et enfin, enrayer ce phénomène d'algues vertes. Et je crois que là, c'est carrément... le sujet, il est là. Est-ce qu'on peut avoir la PAC? C'est une autre revendication. C'est pas des moyens supplémentaires, mais c'est de mieux dépenser que l'argent qui nous est donné. Pouvoir le gérer et d'être en totale responsabilité du succès ou de l'insuccès. La situation actuelle n'est pas satisfaisante. Donc c'est notre revendication. Je pense que notre projet, il est prêt et il est crédible quelque part. Alors Olivier Alain, il nous reste une toute petite poignée de secondes, sinon je vais me faire tirer les oreilles par notre réalisateur. On a beaucoup parlé aussi du défi énergétique. On en entend beaucoup parler avec ce parc éolien qui va s'installer en baie de Saint-Brieuc et qui ne fait pas l'unanimité. En deux mots, Olivier Alain, est-ce que là aussi ça va être un défi pour les années à venir, garantir la sécurité énergétique de la Bretagne, qui ne produit pas assez d'énergie pour sa demande en tout cas, et est-ce qu'il va falloir veiller aussi à l'implantation des éoliennes qui font pas toujours non plus, j'allais dire, bon ménage avec les riverains? Oui, comment concilier l'intérêt de la Bretagne avec les intérêts des fois individuels de ceux qui ne veulent pas, qui sont des fois un peu dans la contradiction, qui veulent une énergie décarbonée, mais qui ne supportent pas une énergie décarbonée parce que sous prétexte que ça gênerait le paysage. Donc il faut prendre ça à bras le corps. Mais je rappelle que le projet éolien offshore, c'est l'équivalent de 850 000 foyers approvisionnés en électricité. Ça se fait dans d'autres pays, comme au Danemark, dans la mer du Nord. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. On a une vraie fragilité énergétique en Bretagne. On a construit avec Jean-Yves Le Drian un pacte électrique breton qui a démarré en 2010. On est devenu autosuffisant à 20%. On n'y était pas à l'époque, mais il faut progresser. On ne peut pas être trop dépendant, comme on l'est aujourd'hui, de Cordonnet. C'est la source d'approvisionnement en énergie. Donc c'est un vrai sujet et qui doit intéresser les Bretons. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Olivier Alain, je rappelle que vous êtes tête de liste Nous la Bretagne dans les Côtes-d'Armor et vous étiez notre invité dans la matinale. Vous êtes venu en direct de Bon Matin au micro. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Au revoir. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.